Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de transhumanisme. Pas parce que c'était le cours prévu, mais pour répondre à une question qui m'a été posée, puisqu'on m'a demandé si le titre de mon livre Homo Captivus faisait écho à Homo Deus de Yuval Noah Harari, un livre qui globalement expose l'hypothèse d'un futur transhumaniste. Eh bien oui, il y a un lien, et globalement mon livre propose une alternative à cette vision du monde transhumaniste. C'est ce que je vais expliquer à la fin de cette vidéo. Mais dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer l'essence du transhumanisme pour que vous puissiez comprendre d'où vient cette idée et que vous puissiez aussi vous mettre à la place de ceux qui ont formulé cette vision du futur. Alors, le transhumaniste, c'est quelqu'un qui a fait le bilan de la modernité après 250 ans d'expérimentation et de mise en pratique concrète des idées de la modernité sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a fait le bilan de la société actuelle comme étant le résultat, si vous voulez, de l'application des idées de la modernité depuis 250 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce bilan est en demi-teinte. D'un côté, la science, le matérialisme et le progrès technique ont permis des avancées considérables au niveau de l'accès au confort matériel et nous ont permis d'éradiquer les famines et les épidémies qui décimaient régulièrement l'humanité au cours du Moyen Âge. Alors vous allez me dire, récemment, il y a eu le Covid, mais il est clair que comparé à la peste noire du Moyen Âge, le Covid, c'est vraiment de la rigolade. Quant aux famines, même s'il en existe encore sporadiquement à certains endroits de la planète, eh bien elles ont lieu essentiellement pour des raisons politiques et sont la conséquence de guerres, et non pas pour de réelles causes de pénurie alimentaire, puisque à l'heure actuelle, on produit suffisamment, largement assez en fait, pour pouvoir nourrir théoriquement toute la planète. Donc ça, on va dire que c'est le côté positif de la modernité. Mais d'un autre côté, il y a de sérieuses ombres au tableau. Et la première de toutes, c'est bien évidemment la problématique de la liberté. En effet, cela fait 250 ans que l'homme est aux commandes de son existence et qu'il a remplacé Dieu en fait. Et depuis 250 ans, quel type de monde avons-nous créé? Que se passe-t-il lorsque l'homme est aux commandes? Lorsqu'il décide de tout et gère tout par lui-même? Un monde qui continue à être ravagé par les guerres. Un monde où les gouvernants, tels les monarques du passé, n'écoutent plus les revendications de leur peuple. Un monde où les inégalités ne cessent de se creuser chaque fois davantage et où l'économie détruit la planète et les autres êtres vivants. Pour celui qui fait ce constat, le rêve humaniste est brisé. C'est une désillusion. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé et d'y avoir cru. L'humaniste, c'était celui qui croyait vraiment en la liberté de l'homme, qui avait foi en l'homme, en sa raison pour prendre les meilleures décisions. L'humaniste pensait que si chaque individu décidait en son âme et conscience, si chacun décidait et choisissait au nom de son propre intérêt individuel, eh bien, la somme des individus, c'est-à-dire le collectif, prendrait alors les meilleures décisions possibles pour le bien de tous. Et nous aurions alors un monde meilleur, un monde harmonieux. C'est d'ailleurs de là dont vient l'idée du droit de vote pour tous. Et on retrouve aussi ce principe dans l'économie moderne, dans le sens où si chaque client sait ce qui est bon pour lui, et s'il décide en son propre intérêt, et que par ailleurs chaque entreprise lutte pour son propre intérêt également, eh bien cela va créer une compétition entre entreprises, une émulation qui fera en sorte de générer de la richesse. Et cette richesse va ensuite ruisseler sur l'ensemble de la population et donc va générer un monde plus prospère pour tous. C'est sur cela qu'est fondée la fameuse théorie de la main invisible du marché d'Adam Smith. Mais ça ne marche pas du tout. Il n'est pas difficile de constater que la poursuite de l'intérêt égoïste de chaque individu ne génère pas
un monde plus harmonieux pour tous, ni même la prospérité pour tous. Et pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce que, nous dit le transhumaniste, l'homme n'est pas un être rationnel. C'est un être de passion, de pulsion. C'est un être ravagé par ses émotions et ses affects. Il n'est pas capable, en fin de compte, de prendre une décision en utilisant seulement sa raison. Il n'est pas objectif. Et cela crée une grande désillusion pour tous ceux qui ont cru en l'homme. Le transhumaniste, c'est celui qui va perdre la foi en l'homme et c'est ce qui va le plonger dans une sorte d'immense vide existentiel à nouveau, ce vide ou cette dépression qui se manifeste quand on ne croit plus en rien. Et pourquoi l'homme n'est-il pas capable de prendre des décisions avisées? À qui la faute? Eh bien, tout cela, nous dit le transhumaniste, c'est la faute de la biologie. En effet, nos sentiments, nos émotions, nos affects sont dictés par les lois de l'évolution, nous dit-il. C'est l'héritage de notre animalité, de 300 000 ans d'histoire de notre espèce, qui est somme toute un animal tout comme les autres, régi par ses instincts et visant à survivre et à se reproduire. Dans son livre Homo Deus, Harari, qui est un grand penseur du transhumanisme, le dit sans détour. Pour le matérialiste pur qu'il est, l'homme, et comme tous les animaux d'ailleurs, voit ses actions dirigées par un ensemble d'algorithmes liés à la survie et à la reproduction. Et cela va se manifester sous forme de circuits neuroniques qui s'activent dans son cerveau, indépendamment de sa volonté. Pour Harari, le libre arbitre n'existe pas. L'individu n'est pas libre. Il est mu par ses pulsions et ses affects qui vont dominer sa raison. Il ne décide pas par lui-même. Et on ne peut rien contre les lois de l'évolution. Et en plus de cela, nous dit Harari, toutes ces décisions qui sont basées sur les instincts ne nous rendent pas heureux. Parce que l'homme passe son temps à prendre des décisions émotionnelles et irrationnelles qui vont le faire souffrir. Mais Harari nous dit que la biologie n'a que faire du bonheur. Son but, c'est la survie et la transmission des gènes, rien de plus. Et on voit bien que malgré le confort matériel, la souffrance psychologique est immense dans notre monde d'aujourd'hui. Jamais il n'y a eu autant de personnes sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Le stress crée des maladies chroniques. Les taux de suicide ne cessent d'augmenter dans les pays industrialisés et même chez les enfants. Alors en plus de ça, nous dit Harari, notre société est une société de consommation où le bonheur est finalement synonyme de plaisir. Et la satisfaction d'un désir en appelle un autre, puis un autre, puis un autre. Et finalement, la satisfaction ne dure jamais très longtemps. Donc on va alterner les cycles de souffrance-plaisir dans une espèce de quête de bonheur qui est une sorte de gouffre sans fond. Ça ne marche pas. Et cette analyse d'Harari est très proche en fait des conceptions spirituelles de la souffrance et notamment du bouddhisme. Donc, la biologie nous empêche de prendre des décisions raisonnées et avisées, elle nous prive du droit au bonheur, mais en plus il y a un troisième problème, c'est qu'elle va aussi limiter notre liberté dans notre corps. En effet, nous sommes tous emprisonnés et limités à l'intérieur d'un corps qui peut tomber malade, qui peut avoir des tares génétiques, qui va vieillir, qui va mourir, qui va nous limiter à un sexe biologique. Donc, nous ne pouvons pas décider de tout cela. Et la biologie vient donc remettre une sorte de couche de déterminisme, alors que l'homme moderne avait tant lutté pour se débarrasser du déterminisme social et religieux de l'ordre social du Moyen-Âge. Pour l'homme moderne, le déterminisme, c'est insupportable. Donc, lorsque le transhumaniste fait le bilan de la modernité, il se dit « Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas raisonnables, nous ne sommes pas heureux. » Par contre, ce qui fonctionne, c'est la science matérialiste et le progrès.
Là, d'accord, là, il y a du mieux. Donc, le transhumaniste se dit, ok, eh bien, on va tout miser là-dessus. On va redevenir libre, on va pouvoir venir à bout de ces limitations biologiques grâce à la science et à la technologie. On va apprendre à guérir toute forme de maladie, même les maladies génétiques. On va être capable dans le futur de remplacer des membres ou des organes par des membres bioniques. On va pouvoir vaincre la vieillesse, voire même la mort. On va pouvoir changer de sexe si on le souhaite. Et on va aussi être capable d'inventer de nouvelles drogues pour nous donner accès au bonheur de manière artificielle, tout simplement en utilisant les connaissances sur la biochimie du cerveau. Et on va utiliser l'intelligence artificielle, voire même tenter de fusionner cette IA avec notre cerveau, de manière à déconnecter l'aspect émotionnel qui nous amène à faire des choix non avisés. Et l'intelligence artificielle va nous aider à retrouver la raison, à pouvoir faire des choix totalement rationnels en tenant compte de l'intégralité des paramètres d'un problème. Et donc, nous allons pouvoir faire de meilleurs choix, prendre de meilleures décisions. Donc, vous voyez, le transhumanisme, c'est une vision du monde qui ne renonce pas à la modernité, mais qui va au-delà de l'humanisme, qui transcende l'idée d'humanisme. Le transhumaniste, c'est pas quelqu'un qui renonce à la liberté, mais c'est quelqu'un qui reconnaît d'abord qu'il n'est pas libre pour ensuite transcender ses limitations, transcender sa condition. Mais il y a un prix. Et en effet, nous dit Harari, toutes ces technologies coûteront très cher et seuls les plus riches pourront se les offrir. Donc à terme, ce qui va se passer, c'est qu'il va se creuser une séparation au sein de la population humaine. D'un côté, il y a ceux qui pourront se payer ces technologies et qui deviendront une classe de surhommes augmentés, des hommes-dieux, d'où le terme Homo Deus. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui ne pourront pas s'offrir tout cela et qui, en quelque sorte, vont rater le train de l'évolution. Ces hommes non modifiés, donc vous et moi, eh bien nous disparaîtrons sûrement comme le Néandertal a disparu devant la supériorité d'Homo sapiens. C'est cela la vision transhumaniste, très résumée. C'est un nouvel idéal et en réalité, on va transférer la foi de l'homme vers la technologie à 100%, quitte à transformer la biologie humaine, quitte à transformer notre nature. Donc, pour résumer, la pensée transhumaniste, c'est tout d'abord un constat initial. C'est le constat que l'homme souffre, qu'il n'est pas heureux et qu'il n'est pas libre. Alors, l'hypothèse explicative avancée par les transhumanistes, c'est que tout ça, c'est la faute de la biologie. Mais oui, puisque finalement, nous sommes limités dans notre corps par la maladie, par l'infirmité, par le vieillissement, évidemment par la mort. Et au niveau mental, au niveau de l'esprit, eh bien nous sommes également limités puisque nous allons prendre des décisions totalement irrationnelles, fondées sur nos pulsions et sur nos instincts, et notamment l'instinct de survie et de reproduction. Et ces décisions irrationnelles, émotionnelles, affectives, marquées par l'affect, sont totalement incompatibles avec le bonheur et avec l'équilibre, nous disent les transhumanistes. Donc, quelle est la solution? Eh bien, c'est très simple. Il faut transcender notre biologie. Il faut transcender les lois de Darwin, en particulier les lois de l'évolution. Il faut transcender notre propre nature de manière à pouvoir retrouver cette liberté de nous autodéterminer qui est si chère à la pensée humaniste. Et de cette manière, alors, nous allons pour de bon avoir la possibilité d'être heureux et d'être libres. Voilà quelle est la racine de la pensée transhumaniste. Et
pour transcender les limites de la biologie, eh bien la solution, c'est d'avoir recours à la science, à la technique, au progrès. Il y a donc, in fine, un idéal d'un monde meilleur. Si nous transcendons nos limites biologiques, au niveau du corps et de l'esprit, alors nous serons enfin heureux. Mais cela ne sera possible que pour une minorité d'êtres humains, ceux qui pourront se payer toutes ces modifications et qui deviendront alors des hommes-dieux, laissant alors les autres êtres humains sur la touche. Alors autant la vision humaniste était universelle, elle s'appliquait à tous les hommes, autant la vision transhumaniste ne l'est pas du tout et ne s'applique en réalité qu'à une petite minorité. Donc, si je compare avec ma démarche, on peut dire que mon diagnostic est relativement similaire à celui de Harari et des transhumanistes. L'homme souffre, il n'est pas heureux, il n'est pas libre. Ce n'est pas pour rien que mon livre s'intitule Homo captivus, donc l'homme qui n'est pas libre, l'homme qui est enfermé. Mais c'est dans la suite du raisonnement que nos points de vue divergent. En effet, les transhumanistes affirment que c'est la faute des limites biologiques, c'est cela la cause de nos malheurs. Ok, mais en réalité, ça, c'est une hypothèse, rien de plus. Rien ne nous garantit que lorsque nous aurons transcendé les limites du corps et de l'esprit, nous serons plus heureux, que nous serons libres, que nous souffrirons moins. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons voulu créer un monde meilleur à partir d'un idéal en pensant réellement avoir trouvé la clé du bonheur? Faut-il se rappeler de l'expérience communiste, au départ motivée par de nobles idéaux? Qu'est-ce que ça a donné sur le terrain? Donc, est-ce que la question à se poser, ce ne serait pas pourquoi ça ne marche jamais? Pourquoi ça ne marche jamais? Et donc, du coup, si ça n'a jamais marché, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait cette fois-ci? La question de fond ne serait-elle pas pourquoi l'humanité n'a jamais été capable de générer un monde vraiment harmonieux et en paix? Un monde qui nous rende heureux et libres? Quel est le problème? Et est-ce que le problème ne pourrait pas être à l'intérieur de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous? Et ça, c'est ce que nous disent les traditions spirituelles et les peuples indigènes de la planète. Vous, les civilisés, vous avez un problème. Vous fonctionnez mal. Donc, moi, je suis partie de cette hypothèse-là, de cette hypothèse spirituelle, en me disant, bon, ok, c'est une hypothèse. Peut-être qu'on a un problème. Mais si c'est vrai, alors la science actuelle a peut-être les moyens de donner une explication rationnelle à cette folie collective. On doit pouvoir la caractériser, trouver l'origine du problème. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura compris ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi ça ne tourne pas rond chez nous, eh bien, peut-être que des solutions émergeront naturellement. Voilà quelle a été ma démarche et en quoi elle est différente de la démarche transhumaniste. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous citer ces deux phrases du maître spirituel Eckhart Tolle que je trouve particulièrement inspirantes. À la page 14 de l'édition française de son livre Nouvelle Terre, il écrit « Le plus grand accomplissement de l'humanité n'est pas ses œuvres d'art, sa science ou sa technologie, mais plutôt la reconnaissance de son propre dysfonctionnement, de sa propre folie. Quand on reconnaît sa propre folie, on permet à la santé mentale d'émerger et à la guérison et à la transcendance de s'effectuer. » Je vous remercie.